Là, nous allons prendre la prochaine question. Euh, Question pour Dr. Berthommieux. Pour intégrer le développement durable à la protection de l'environnement, il y a un moyen de produire de l'asphalte à partir de déchets d'asphalte routier, de fraisage récupéré après scarification de la couche de laminage de béton bitumineux et d'additifs en poudre de caoutchouc, etc. Pourquoi le laboratoire national n'est pas intéressé à ce domaine? Au niveau du laboratoire, on fait des essais, des études sur les bitumes, mais on ne produit pas, on ne fait pas de production de bitume. C'est-à-dire que si une personne décide de faire des recherches sur les bitumes, donc on peut, comme nous, on a des matériels pour réaliser ces essais-là, donc on peut faire des études, de même que si on fait des études de sol, des études sur les matériaux, mais on ne produit pas des bitumes ou bien on n'est pas dans la production pour vendre ou bien pour utiliser ces bitumes. Là, on peut dire que c'est un domaine de recherche qu'on peut travailler, mais pas nous en tant que tel. Nous, on fait des études, que ce soit sur les sols, sur les matériaux, sur les bitumes. On participe également au dimensionnement des chaussées et on regarde également la qualité des bitumes qu'on va mettre sur la route. Est-ce que ces bitumes-là répondent aux exigences de l'air? C'est pareil pour le béton également. Un particulier peut réaliser un béton chez lui et puis il vient au laboratoire. Nous, on fait l'écrasement, on regarde la résistance de ce béton. Par exemple, si la personne qui pose la question cherche tel type de bitume, il peut venir avec ce type de bitume au laboratoire. Nous, on va sur la qualité de ce bitume pour voir si on peut l'exploiter pour ce parti. OK, oui, c'est clair. Donc, le LNBTP fait des essais, des tests, vous n'êtes pas dans la production. Très bien. On a eu quelques commentaires. Estève nous a rappelé qu'il y a un cours de dynamique des structures en 3e année. Je crois que c'est GC3 à la Faculté des sciences. Et Philippe Lauture qui a fait un commentaire pour dire qu'il faut exiger des bétons de convenance avant le démarrage du projet. L'autre question, c'est pourquoi FDS, on n'implante pas des projets de recherche sur des nouveaux matériaux de construction en vue de réduire l'utilisation du béton? Au niveau de la FDS, on peut faire des recherches parce que l'UGOLA, c'est une pluralité de compétences. Si le sujet préoccupe tant, on peut faire ces recherches. OK, très bien. Donc, c'est compris et c'est surtout, c'est pas dans les compétences ou bien la mission du LNBTP, c'est au niveau de la recherche, peut-être à la Faculté des sciences. Oui, ça peut se faire. Oui, non, je voulais ajouter en fait, j'ai vu passer la question sur la recherche de matériaux. C'est très cher aussi, ça demande beaucoup d'équipement. Par exemple, et c'est très progressif. Donc, c'est sûr qu'on peut commencer à faire la recherche, mais on doit valider. Il y a, par exemple, la recherche qui se fait pour inclure de la poussière de verre dans l'asphalte. Il y en a d'autres pour ajouter la même poussière de verre, mais pour remplacer les matériaux cimentaires dans le béton. Donc, il y a plusieurs aspects et puis beaucoup de ces projets ont un objectif de développement durable. Donc, avant d'être un aspect plus structure ou infrastructure, peu importe. Donc, mais ça prend du temps et puis les tests, la mise en application, valider. Donc, c'est quand même un processus assez long, mais c'est vrai que si on peut commencer à le faire, mais on le fait et puis les résultats viendront plus tard. Oui. OK, c'est très bien. Merci pour les ajouts, Suze. Il y a un commentaire de Jabouin, qui voudrait savoir comment avoir plus tard l'accès à l'enregistrement. Je pense que ça va être partagé sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp de la AFDS et les autres plateformes où on a partagé l'invitation. Donc, je pense que ça va être disponible. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive près de 6 heures. J'ai la main levée. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Oui, allez-y. Bon, merci. Merci, Erol, et puis merci aux intervenants. Donc, moi, je fais un commentaire et puis poser des questions rapidement. Alors, mon commentaire, c'est que si on veut arriver à la construction de bâtiments
résilient. Donc, il faut intervenir à plusieurs niveaux. Donc, il faut maîtriser, comme tu as dit tantôt, la qualité des matériaux. Maîtriser la qualité des matériaux. Donc, on a plusieurs fournisseurs de matériaux en Haïti et on ne sait pas vraiment ce qui est vendu en termes de consistance de qualité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homologation, les produits se vendent sur le marché. Donc, tout le monde vient avec des produits qui soient de la République dominicaine, des États-Unis, etc. Donc, on ne sait pas vraiment quelle qualité. Donc, ça, c'est une première intervention. Je ne sais pas si le laboratoire peut aider dans ça, comme tu l'avais dit, mais OK. Deuxième chose, il faut intervenir également, pas seulement au niveau de la qualité matériaux, il faut qualifier le personnel qui va construire. Ça, c'est un aspect important, mais ce n'est pas votre domaine aussi. Mais quand je dis ça, pour le laboratoire, est-ce que les techniciens qui font les tests sont certifiés? Donc, parce qu'il y a des certifications pour le béton, ICI, etc. Il y a d'autres certifications sur les contrôles des matériaux. Donc, on ne sait pas trop. Donc, ça, c'est une chose à regarder. Également, au niveau du code de construction, ce qu'on remarque, c'est que pour les petits bâtiments, le code est applicable. Le code le dit bien, c'est des petits bâtiments. Petit bâtiment est défini maximum 2 étages. Donc, c'est un code qui peut être appliqué directement par un technicien en bâtiment. Et malheureusement, la chaîne en Haïti, on passe comment je peux dire, on a seulement des ingénieurs. Il n'y a pas une chaîne c'est des boss et puis des ingénieurs. On n'a pas beaucoup de techniciens en bâtiment pur. Donc, ça crée un problème quand même dans l'application. Ça, c'est pour les petits bâtiments. Mais pour les grands bâtiments, le code dit que soit il faut aller développer cette partie-là. Maintenant, l'autre partie, est-ce que le comité qui a rédigé les documents, où est-ce le comité? Est-ce que n'y a-t-il pas une nécessité de reconstituer le comité pour actualiser les normes? Ça, c'est au niveau du code de construction. Alors, mes questions, c'est pour le laboratoire, la formation des techniciens de laboratoire, certification. Le laboratoire également, il est présent seulement à Port-au-Prince, à Delma, si je me trompe pas. Donc, et on construit partout dans le pays. Donc, c'est quoi comment je peux dire? Est-ce que c'est un véritable laboratoire national? Est-ce que le laboratoire a des projets être présent dans le pays? Et également l'aspect formation, comment vous le voyez? L'aspect code, en termes de rédaction de code, est-ce que vous êtes au courant du comité qui a rédigé le code? Est-ce que ce comité existe toujours? Est-ce qu'il y a des démarches qui se font pour avoir un code complet en construction du bâtiment? Merci. Je vais répondre concernant le laboratoire. Merci pour ces questions. On peut dire que c'est un laboratoire national, parce que le laboratoire est partout dans le pays, même s'il est localisé principalement à Port-au-Prince, mais on a des techniciens partout au niveau du pays. Et moi, par exemple, je suis au laboratoire, parfois il y a des techniciens qui passent une année sur un chantier permanent qui ne revient même pas. C'est pour vous dire qu'on a des techniciens partout dans le pays. Dès qu'il y a un chantier permanent, il y a des techniciens qui sont mobilisés sur ces chantiers-là. Et parfois également, nous avons des matériels sur ces chantiers pour pouvoir faire des essais classiques de laboratoire. Et s'il y a des essais plus pointus, donc on fait venir les échantillons au laboratoire pour analyse. On peut dire que le laboratoire est partout. Il suffit de faire la demande. Si on est au Cap, on fait une demande d'études au niveau du laboratoire et le laboratoire va mobiliser ses personnels pour aller faire l'étude pour le particulier ou bien pour l'État ici. Et presque sur toutes les routes qu'on est en train de construire dans le pays, le laboratoire est toujours présent pour faire non seulement des supervisions, des analyses et tout. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème concernant le laboratoire en termes de présence. C'est vrai qu'il y avait un projet dans le passé pour avoir des mini-laboratoires mobiles dans des bus, pour avoir des appareils pour des chantiers permanents, mais ce projet est tombé à l'eau. Mais on peut également avoir des projets pour avoir des mini-laboratoires dans des grandes villes, par exemple. Mais tout ceci dépend du personnel, et que ce soit ingénieur ou bien technique. Parce qu'il faut savoir que le domaine de la géotechnique, c'est un domaine très récent dans le pays. Il n'y a pas beaucoup de géotechniciens dans le pays. Donc, c'est très limité. Maintenant, ouvrir des laboratoires dans des provinces sans personnel qualifié,
c'est un peu difficile parce que il faut savoir qu'au niveau du laboratoire, par exemple, des géotechniciens, il n'y a pas d'université dans le pays qui forme des géotechniciens purs. Par exemple, à la faculté, on a des ingénieurs à la faculté, on forme des ingénieurs civils. Par exemple, moi, quand j'étais en Belgique, dans l'université, donc on forme des ingénieurs géotechniciens, donc on a des géotechniciens pour pouvoir faire des études beaucoup plus axées sur les infrastructures. Le personnel, est-ce que c'est qualifié, certifié? En termes de qualification, c'est un peu difficile parce que pour avoir une certification, donc on doit avoir cette certification par rapport à un organisme international. Les CI pour le béton, par exemple. Parce que les techniciens qu'on a au niveau du laboratoire, on les forme au niveau du laboratoire. Par exemple, on a des techniciens qui viennent de l'ENGA. C'est arrivé au laboratoire, on fait des formations, pour eux, on fait des stages. Et puis après, on les forme à travers des essais, on les montre comment appliquer les normes et tout ça. Même les ingénieurs également, avant de commencer de faire des études, on fait un stage de 3 mois, de 6 mois, avant de prendre en main les études. Donc, il n'y a pas de certification en termes de diplôme pour les ingénieurs en tant que tel, et même pour les techniciens. Non, si tu permets, est-ce que tu permets, Iron? Oui. Rapidement. Rapidement. Ouais, en République dominicaine, par exemple, ils ont un ACI en République dominicaine. L'American Concrete Institute en République dominicaine. Le laboratoire peut rapprocher pratiquement du standard international. Donc, ça permet un contrôle de qualité meilleur pour le béton. Donc, ça, c'est une suggestion. Non, pas forcément, parce que c'est beaucoup de dépenses. Parce qu'on a essayé d'entrer dans l'ISO et 1725 avec le béton, mais ça demande beaucoup de dépenses en termes pour pouvoir conserver tous ces aspects en termes d'application des normes de certification. Parce que nous, on voulait aller beaucoup plus loin avec la certification ISO. Au point de vue technique, on a fait beaucoup de dépenses pour avoir ces certifications. Il nous reste des administratifs, mais ce sont des coûts énormes pour un laboratoire pour pouvoir arriver à garder une certification internationale. Oui, ça c'est compris. Donc, peut-être que c'est un objectif à se fixer, mais c'est pas donné. D'ailleurs, on a commencé avec ISO 17025 pour le poste de béton et on a vu que ça coûte beaucoup. Avec le laboratoire de bitume qu'on a, parce que tous les matériels qu'on a là au niveau de ce laboratoire, c'est des matériels qui nous permettent d'appliquer la norme européenne. Et d'ailleurs, c'est l'Union européenne qui nous a fourni ces matériels. Nous avons eu des formations à l'IFSTA et l'ancien LCPC, laboratoire pour échaussée, pour pouvoir manipuler ces matériels et faire des études et tout ça. Donc, ce laboratoire-là est certifié, mais nous, pour avoir la certification, il faut dépenser beaucoup plus. Et est-ce que vraiment c'est nécessaire? Bon, ce pays est difficile. Ce qu'on fait, on essaie de respecter les normes appliquées et les normes d'essai, de les respecter, d'avoir des mesures d'incertitude sur tous les essais afin d'avoir des résultats assez précis. Merci beaucoup pour les réponses. Les autres laboratoires de géotechnique sont-ils homologués par le LNBTP? Ce que je peux dire, c'est que le LNBTP n'a pas ce pouvoir parce qu'on vit dans un pays où on peut avoir des laboratoires géotechniques en veux-tu en voilà. Si je veux faire demain un laboratoire géotechnique, il suffit d'avoir une patente et puis on commence avec le laboratoire. Est-ce que le laboratoire a ce pouvoir vraiment? C'est un peu difficile de dire ça. OK, donc c'est peut-être pas la mission du LNBTP. Bon, il y a eu un autre commentaire. Vu l'importance du contrôle de qualité dans le domaine de la construction, je pense que la FDS, de concert avec le LNBTP, pourrait faire des formations pour les étudiants de la FDS en matière de qualité. Est-ce qu'il y a des formations qui se font sur la qualité à la faculté, coordination avec le LNBTP? Il suffit d'avoir la demande parce que le laboratoire est ouvert. La faculté fait beaucoup de demandes pour le LNBTP, que ce soit les demandes de stage, que ce soit les demandes de formation et tout ça. Donc, si la faculté a dans son agenda de faire des demandes pour formation en ce sens, le LNBTP est ouvert. Parce qu'au niveau du LNBTP, il y a beaucoup d'ingénieurs qualifiés, de cadres qualifiés en ce sens pour faire ces types de formations. Et ils sont prêts. Merci. On va prendre la dernière question. C'est à Dr. Suze Johannes. Vous avez oublié les
coefficients, les combinaisons de charges, tous les paramètres nécessaires au calcul. Nous ne pouvons pas utiliser les normes étrangères pour calculer les bâtiments dans les zones sismiques en Haïti parce que les normes sont élaborées sur la base de l'expérience acquise dans le pays et la plupart des ingénieurs qui savent effectuer des calculs sismiques utilisent l'analyse modale comme méthode de calcul. Je pense que nous devrions commencer par développer des normes de construction en Haïti. Commentaire, oui. Dr. Et en fait, c'est comme deux éléments différents. Les combinaisons de charges, c'est pour aller calculer, pour aller majorer les charges. Donc là, c'est quand, par exemple, on fait notre descente de charge et puis on va rajouter la combinaison de charges. En fait, on va jouer avec les combinaisons. L'idée, c'est qu'on va voir est-ce que le bâtiment seul peut résister aux charges. Donc, on va prendre la charge de vent et puis on va voir est-ce que le bâtiment est renversé par cette charge de vent. Donc, les coefficients, et quand par exemple, on prend le tremblement de terre, mais ça, c'est des coefficients majorés. Donc, on va majorer la charge de tremblement de terre de 1,5. Ça, c'est de manière générale accepté partout. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut faire. Quand, par exemple, on fait l'analyse modale, ça va rejoindre la question de, en fait, la remarque de l'ingénieur Lauture. L'analyse modale va nous permettre de trouver justement la rigidité du bâtiment, d'avoir les paramètres de base, de voir comment le bâtiment va bouger. Donc là, on n'est pas encore en conception sismique en tant que telle. Là, ce qu'on va avoir, c'est l'information sur c'est quoi la rigidité du bâtiment, c'est quoi sa fréquence naturelle ou la rigidité naturelle du bâtiment. Donc là, on n'est pas encore une fois, on est juste dans la caractérisation du bâtiment. On n'est pas encore à concevoir le bâtiment on n'est pas encore dans la conception parasismique en tant que telle. On est dans la caractérisation. Donc oui, on doit commencer à développer des normes de construction en Haïti, mais les normes sont très semblables un peu partout. Ce qu'on doit faire, c'est d'ajouter la plus-value haïtienne dans le sens en fonction des façons de construire, en fonction des informations que développe le LNBTP par rapport au maximum qu'on peut avoir pour le béton armé, pour les matériaux, c'est d'adapter les différents coefficients du code, des codes étrangers, à la réalité haïtienne. On n'a pas besoin de développer en tant que tel, mais on n'a pas le temps. On prend ce qu'il y a et on l'ajuste en fonction des particularités haïtiennes. C'est surtout ça qu'il faut faire. Et là, pendant que j'ai la parole, je vais revenir rapidement sur une remarque que, encore une fois, l'ingénieur Lauture a fait sur les données d'accélérogramme du tremblement de terre capté en 2021, le 14 août. Oui, mais ça, c'est l'accélérogramme de tremblement de terre réel. Et la particularité des tremblements de terre réels, c'est que ça ne va pas se reproduire exactement de la même façon. Donc, oui, on peut tester, on peut faire nos analyses à partir de ça, mais de manière générale, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des tremblements de terre et des accélérogrammes synthétiques qu'on développe. Et et puis c'est là ma question à Berthoumieux, c'est à quand l'UOGEO ou bien les équipes en place pourront développer des accélérogrammes synthétiques pour justement qu'on puisse pouvoir les utiliser et pour la conception parasismique. Voilà. Bon, c'est ça. L'UOGEO, c'est une équipe qui travaille d'arrache-pied sur plusieurs projets et très bientôt, donc, on peut aboutir à ce système. Merci. Il y a Donald Louis qui a levé la main depuis longtemps. Je ne sais pas si on le voit. Merci, Suze. En fait, question, c'est pour vous. Merci, bonsoir à tout le monde. M'espérez nous en forme, même si la situation ne va pas mettre tout le monde content. Alors, question, c'était par rapport à la difficulté qui gagne pour faire recherche de façon générale et encore, difficulté, ça lit plus encore dans le cas Haïti. On ne connaît pas trop l'argent qui m'était disponible pour ça. Par rapport à toute information, ça nous connaît qui gagne là au risque qui nous saute montrer qui gagne pour faire construction. Alors, en géo tout, surtout. Qui j'en pense, c'est faculté des sciences techniques doit lui-même arranger pour lui orienter recherche pour faciliter gain des bâtiments de qualité que tu es capable de construire dans le pays et puis diminuer le coût au maximum. Qui j'en t'es orienter recherche pour être capable de sortir avec des résultats qui sont capables de faire sortir des séries de modèles bâtiments adaptés à des classes, à des groupes de monde bien spécifiques pour qu'on une série de bâtiments de qualité en fait protéger vie, bien et autres que mon gain. Et puis l'autre ça me tape bien pour monsieur Berthoumieux, c'est tape il y a un ministère du commerce qui gagne là-dedans le bureau normalisation qui travaille sur toutes les normes pour le pays et qui est capable de faire lien avec ISO facilement, qui est capable de diminuer la quantité d'argent et LNBTP est capable de besoin, par exemple.
Est-ce que l'NBTP pas contre ça? Pour que ça nous pas essayer de passer par les lignes ça? Merci. Merci, Donald, pour la question. Là, c'est une belle question parce que, et m'a prévenu à ça, moi, dit tout à l'heure, et m'a redit ça. Code bâtiment, yo, peu importe, toute norme, yo ba un minimum que ou capable, ou obligé de respecter. Donc, par exemple, au niveau de faculté des sciences, ça qui t'a fait, et là encore, m'a rebondi sur ça, me fait que ça dit, hein, c'est que par rapport à qualité matériaux, à technique de construction que nous gagnons, ça, et faculté des sciences, là, qu'a fait, c'est que l'ICA a montré et l'ICA a proposé une série de modèles qui, de conception parasismique qui fait sens et puis qui a résisté à tremblement de terre. Pour qui ça me dit ça, par exemple, après une série, tout à l'heure, tu parlé de l'âge bâtiment, donc par rapport à l'âge bâtiment, année construit en cas plus vulnérable, mais nous voyons que un bon bâtiment qui est construit bien avant 1970, mais il a résisté à tremblement de terre. Donc, c'est aller au-delà de normes là, mais de montrer que tel type de bâtiment avec telle caractéristique matériaux, qui qualité matériaux, que le capable de résister. Et là, par exemple, ma bonne exemple ici, au Canada, le regard des codes de construction, pas aucun côté dans le code de construction qu'on doit construire avec bois massif. Et là, et pourtant, c'est une nouvelle vague, une nouvelle mode qui gagne, c'est construire avec les bois massifs. Ça, mon yo fait, le TV proposer modèle ça, c'est que yo montré que non seulement il résistait avant, il résistait à tremblement de terre, il résistait à du feu. Donc, il a fait des marches là pour démontrer que le bâtiment ça a kembe. Donc, ça, c'est à Carole et Faculté des sciences en Haïti. Merci beaucoup. Concernant la question sur le bureau de normalisation haïtien, il faut que nous disions que démarche ISO et LNBTP entrepreneur était commencé avant la création du bureau de normalisation haïtien. Ah, OK. Et il faut que nous disions que nous sommes très au courant du bureau. D'ailleurs, c'est LNBTP qui assure la présidence et bureau de normalisation à travers l'ancien ingénieur que nous avons, c'est l'ingénieur Dalix Marcellus de mémoire qui était président de ce comité. Nous sommes au courant du bureau ça et nous travaillons avec eux en parfaite collaboration. Ah, OK, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Donc, nous prenons une dernière question que nous gagnons dans le chat là et puis avant que nous fermions après, c'est est-ce que vous avez l'intention de former nos ingénieurs d'Haïti en matière de construction? Par contre, si Berthomieux ou bien Suze voulait aborder des questions, et que nous connaissons dans l'école, il y a des facultés qui là, et qui est l'élément de réponse que nous voulons porter? Pour ma part, c'est que bon, je suis professeur à la faculté, je forme des ingénieurs au niveau de la faculté. Que ce soit en 4e année, en 5e année, je suis professeur à la faculté, j'assure le cours de géotechnique 1, géotechnique 2. Au niveau du master également, j'assure le cours de géotechnique et une partie de la géophysique appliquée en termes de sismicité, microzonage et tout ça. Là, je suis en plein en termes de formation par rapport aux ingénieurs de la faculté. Oui. Je ne sais pas si Dr. Suze veut ajouter quelque chose. Eh bien, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que, écoutez, je suis de la promotion, j'ai terminé, j'ai gradué en 96. Et je me rappelle très bien, il y a une chose que les profs à la faculté ont toujours dit, et ils nous donnent une formation, et ce qu'ils font, c'est et ça, plusieurs profs l'avaient dit, en structure, en hydrologie, plusieurs, ils ont dit, comment on sait qu'à la faculté, comment on sait qu'en Haïti, il n'y avait pas, et jusqu'à présent, pas vraiment, il n'y a pas de programme de maîtrise. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajusté tous leurs cours en rajoutant ce qu'ils ont, eux, appris en maîtrise ou au doctorat. Donc, les cours à la faculté des sciences ont un niveau un peu plus élevé et on n'a pas à rougir de la formation de la faculté des sciences. Moi, j'ai obtenu mon diplôme en 96 et c'est 10 ans après que j'ai commencé ma maîtrise. Et puis, tout m'est revenu très rapidement. J'ai pu m'adapter aux cours de formation ici à Montréal. Donc, moi, je fais confiance à l'équipe de la faculté pour la mise à niveau, la mise à jour et l'enseignement de
et la formation des ingénieurs. Et je peux vous le dire, moi, c'est sûr qu'après la faculté, j'avais travaillé pour la coopération canadienne, donc j'étais dans le système canadien, entre guillemets, là, mais je n'ai pas eu d'examen technique d'ajustement à faire pour être alors des ingénieurs au Québec. Donc, il n'y a rien à rougir avec la formation telle qu'elle est donnée à la faculté. Et moi mon diplôme date de 96, donc je suis sûre que toutes les mises à jour ont été faites et puis que la faculté forme des ingénieurs adéquats. Merci beaucoup, Suze. Merci, Bartholomew. Et vraiment, merci pour ces présentations, les éléments de réponse que vous avez apportés aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un public vraiment dynamique avec beaucoup de questions et ça montre l'intérêt des gens pour le sujet qui est d'actualité d'ailleurs. Avant de fermer, je vais passer la parole à Jimmy pour un mot de remerciement ou de clôture. Merci, Erol. Donc, en fait, comme mot de clôture, nous disons merci à tous les participants qui, en fin d'après-midi, fin de soirée, ont décidé de nous rejoindre. Donc, je pense que cette conférence vous a plu. Donc, elle a été très édifiante. On espère vous voir à une prochaine conférence de l'Amicale. Donc, l'Amicale est ouverte et on cherche des conférenciers pour partager nos expériences professionnelles. Donc, il y a un formulaire qui est disponible pour vous inscrire. C'est partager l'expérience entre collègues, ça c'est bien important. Donc, partager les savoir-faire. On a des gens qui sont en France actuellement, il y a dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment intéressant cette activité-là. On va avoir d'autres conférenciers. Donc, on va vous annoncer ça. Suivez-nous. On a une page Facebook Amicale des anciens de la FDS. Et donc, vous pouvez aller sur cette page pour avoir toutes les informations. On a un groupe WhatsApp, malheureusement, qui est pratiquement saturé. Donc, il y a d'autres formulaires. Donc, vous pouvez contacter l'Amicale à travers la page Facebook et puis on va vous donner les formulaires pour vous inscrire et puis pour vous donner des informations. Donc, je remercie les conférenciers, je remercie les participants et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée et puis on se revoit à une prochaine conférence qu'on va annoncer. Merci.